Donc un bâtiment qui est capable de s'auto-gérer, de prendre des décisions, de lancer des interventions d'entreprise. Et c'est vers ça qu'on va aller, je pense, dans le futur. Alors pour l'instant, c'est un peu effrayant dit comme ça, parce que tu te dis, va faire ce qu'il veut, mon bâtiment et tout ça. Tu peux vendre ta voiture avec 3 factures dans la boîte à gants, ou tu peux vendre ta voiture avec un carnet d'entretien Le suivi, voilà, on sait et tout ce qui s'est passé chez le concessionnaire, etc. Et je pense qu'à terme, quand tu vendras un bâtiment, ce sera pareil. Le BIM ne s'arrête pas quand le chantier est terminé. C'est même là que tout commence vraiment. En exploitation et maintenance, c'est là que tout le potentiel du BIM de la maquette entre en jeu. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette interview avec une spécialiste du sujet, Audrey Menley, qui est aussi la cofondatrice du salon BIM Day GVA. Je vous mets le lien en description de l'interview, voir comment ils ont développé ça. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur cette partie plus technique du BIM en gestion, exploitation, maintenance d'un bâtiment, les erreurs évitées, les bonnes pratiques. Et vous allez voir, restez jusqu'à la fin, que ça apporte une vraie valeur, une vraie plus-value au bâtiment. Pourquoi? Quelle est la vision du futur? Enfin, on va voir tout ça dans cette interview. En quelques mots, qu'est-ce que c'est? Comment tu définirais en fait le BIM d'exploitation? Ouais. C'est le fait d'utiliser les maquettes qu'on a conçues d'abord en conception, puis mis à jour en exécution, pour la plus grande partie de vie d'un ouvrage. L'exploitation maintenance représente 80% de la vie d'un ouvrage. Donc l'idée, c'est d'utiliser ces maquettes. On connaît les avantages du BIM pour la conception, pour l'exécution. Maintenant, c'est assez courant. Il faut voir que la vraie plus-value de tout ça, c'est pour l'exploitation maintenance. Donc moi, pour le définir, après, il y a plusieurs niveaux pour le faire, mais je dirais que c'est d'utiliser ces maquettes, soit exé, soit conception, soit un scan qui est réalisé pour ça, pour gérer tout ce qui est maintenance des équipements, gestion du nettoyage, de l'entretien d'un bâtiment. Donc c'est pouvoir utiliser ces bases de données pour ces phases qui sont beaucoup plus longues que la conception et l'exécution sur un projet. Est-ce qu'actuellement, il y a un gros pourcentage qui utilise dans cette phase justement d'exploitation? Comme tu dis, c'est la plus grosse phase, mais il y a une impression que c'est peut-être moins demandé par les maîtres d'ouvrage ou autres, peut-être qu'ils ne connaissent pas. Oui. Et comment tu vois ça, ces deux parties, entre le parti projet-exécution et vraiment la phase exploitation? Alors on voit que certains maîtres d'ouvrage s'y intéressent, mais c'est souvent des grands maîtres d'ouvrage avec des grands projets. Le campus Pictet de Rochemont, par exemple, ont l'objectif d'avoir un smart building réellement avec tous les systèmes du bâtiment connectés. OneRoof, c'est pareil. Mais c'est vrai que c'est encore peu mature chez les maîtres d'ouvrage. Je pense qu'il n'y a pas une prise de conscience de l'importance que ça a. Parce que ça coûte de l'argent de faire du BIM en conception et en exécution. Et c'est vraiment pour moi la plus-value, elle est vraiment, et le retour sur investissement, elle se fait vraiment dans les phases d'exploitation maintenance. Donc améliorer tout ce qui est gestion des interventions, etc. Comme je disais, il y a plusieurs niveaux, on va dire, d'utilisation. Alors la plus simple, c'est de prendre le dossier de révision avec la maquette as-built, d'extraire des listes d'équipements, de les importer dans une GMAO, par exemple, pour créer automatiquement tous les équipements qu'il va y avoir dans la GMAO. Ça, c'est vraiment le niveau le plus bas. Et après, on peut vraiment connecter tous les systèmes du bâtiment, donc GMAO, tout ce qui est MCR, pilotage des installations. Suivant les domaines, il y a d'autres systèmes. Je pense à l'industrie, par exemple. Ils ont des applications pour suivre la production, la qualité des pièces, la traçabilité des matériaux utilisés, etc. Donc, plus le projet est complexe, plus il y a de systèmes dans l'ouvrage. C'est valable aussi pour tout ce qui est infrastructure. On a de la vidéosurveillance, on a de la GMAO, on a plein de systèmes. Donc plus le projet est complexe, plus il y a de systèmes, plus il y a un retour sur investissement parce qu'on va pouvoir croiser les informations des différents systèmes, et ce qui n'est pas le cas actuellement. Je prends un exemple dans l'industrie.
Avec le MES, on va suivre la production, la qualité des pièces. Si on se rend compte que le jour où il fait froid ou trop chaud, la qualité des pièces est dégradée, ou au contraire, c'est bon pour la production. Enfin, on va pouvoir croiser vraiment toutes les informations et avoir vraiment une bonne base de connaissances de son bâtiment. Mhm. Donc c'est vraiment dans le cycle de vie du bâtiment, c'est vraiment un aspect, on va dire, presque intelligent pour gérer son bâtiment et faire vraiment une continuité en fait au niveau de l'entretien. Exactement. Donc après, c'est peut-être aussi un investissement en plus. Enfin, comment ils voient ça, les maîtres d'ouvrage ou autres, par rapport à cette... Est-ce qu'il y a vraiment un investissement en plus lors des phases projet ou autres pour justement après ce suivi durant la durée de vie en fait, du bâtiment complet? Alors dans l'idéal, c'est bien que le maître d'ouvrage prévoit avec ses équipes internes de maintenance, etc., toutes les données dont ils vont avoir besoin dans la maquette pour l'exploitation-maintenance. L'idéal, c'est ça, c'est qu'on déroule le projet. Quand on fait l'appel d'offres, on évalue la maturité des acteurs. On sait qu'ils seront capables de faire un dossier de révision de qualité avec les données dont on a besoin. Et puis on déroule le projet. À la fin du projet, le dossier de révision, c'est des maquettes as-built, c'est les données dont on a besoin, et c'est aussi tous les documents qu'on a besoin pour l'exploitation maintenant, tout ce qui est fiches techniques, garanties, rattachées aux objets de la maquette. Justement, cette partie-là, comment on peut la définir? De dire, ok, en fait, dans la partie gestion-maintenance, quels éléments on veut avoir? Est-ce qu'il y a un travail avec les équipes qui vont après suivre le bâtiment? La partie du maître d'ouvrage, comment ça se passe pour définir au final la finalité de la maquette? Parce que, comme tu dis, il y a plusieurs niveaux. On peut aller quelque chose d'assez simple, comme quelque chose d'hyper poussé, de gérer tout, et d'avoir le bon entre-deux. On a une maquette qui fait tout, mais en fait, les équipes sur place n'utilisent pas la moitié des possibilités de la maquette. C'est quoi un peu en fait le processus? Pour moi, c'est le rôle de l'AMO BIM de faire des workshops avec les équipes de maintenance, avec la maîtrise d'ouvrage, pour vraiment définir le juste besoin. Parce qu'on voit beaucoup de projets où on demande 50 paramètres par objet. Ça entraîne un surcoût parce que tous ceux qui répondent à l'offre, ils savent qu'ils vont passer beaucoup de temps à saisir des informations, etc. Et du coup, dans ce cas-là, ça coûte cher. Par contre, si on met le bon dosage d'informations, parce que après, il y a deux écoles. Il y a ceux qui demandent 50 paramètres par objet. Moi, je suis plutôt de l'école de me dire ce qui est dans la fiche technique, ce qui est dans le document tel et tel qui est lié à l'objet, j'ai pas besoin de l'avoir en doublon dans l'objet. Ce qui est vraiment important et ce qui permet de faire à peu près tout ce qu'on veut quand je parlais de niveau, c'est d'avoir une codification, on appelle ça l'adressage technique, c'est beaucoup utilisé en MCR, c'est d'avoir vraiment un identifiant par équipement. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir relier cet objet et à l'équipement qui correspond et dans la GMAO et dans le MCR, et si on a d'autres systèmes, etc. Donc moi, je suis assez partisan de peu d'informations dans la maquette, cet identifiant qui permet de tout faire après, donc qui est crucial, une marque, un type, juste quand on clique sur la fiche technique, est-ce que c'est vraiment, ça correspond les deux, ça permet de faire un check. Mais après, tout ce qui est débit, puissance d'une pompe, etc. On retrouve tout ça dans la fiche technique et c'est pas nécessaire de l'avoir en doublon parce qu'il faut le maintenir à jour. C'est ça, après, est-ce qu'il y en a peut-être ont peur de ce côté-là, que ça fasse un peu une usine à gaz? Enfin, il y a tellement d'éléments, il y a tellement de choses. Après aussi à remettre à jour ou autre qu'en fait, on va pas le faire parce que c'est beaucoup trop compliqué. Ouais. Alors que si, dès le départ, en fait, il y a vraiment un cahier des charges clair par rapport à la gestion-maintenance, peut-être, comme tu dis, il y a moins d'éléments à mettre en place et vraiment les éléments utiles. Exactement. Pour l'équipe qui va suivre. En fait. Ouais, et pour ça, moi, je pense que c'est important pour les maîtres d'ouvrage de s'accompagner d'un AMO qui va justement faire ce travail en discutant avec les équipes, de voir ce qui est vraiment juste nécessaire, de faire une documentation BIM, et du coup, c'est contractualiser ce qui est attendu à la fin. Dans l'appel d'offres, il y a cette documentation qui décrit exactement ce qu'on attend dans le dossier de révision, comment on va le faire, il faut aussi un outil pour le faire. Parce qu'il faut savoir que si aujourd'hui une entreprise a stocké sa maquette sur son serveur, lit les documents à sa maquette, etc., quand ils vont déplacer leur maquette ou déplacer les documents et nous les envoyer, on va perdre le lien. Donc il faut aussi prévoir un outil où on va constituer ce dossier de révision.
Il y a des outils où on peut le faire à cet endroit-là et bien après exporter en gardant le lien, par exemple. Ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Donc voilà, il y a tout un accompagnement quand on est maître d'ouvrage, sauf si on a vraiment des ressources BIM internes capables de faire tout ça, mais il y a aussi le contrôle du dossier de révision qui est important, etc. Donc je pense que c'est important d'être accompagné et ça engendre pas forcément de gros investissements si c'est fait correctement, si on ne demande pas 50 ou 100 paramètres par objet. Voilà, il n'y aura pas de surcoût des mandataires. Enfin, voilà, et puis, il y a si on ne l'a pas en interne, il y a la prestation de la MOBIM qui est là pour garantir que tout se passe bien et qu'à la fin, on ait tout ce qu'il faut pour faire à peu près ce qu'on veut avec ces maquettes-là dans l'exploitation maintenant. Puis, du coup, c'est quel type de bâtiment qui serait vraiment intéressant d'intégrer ça? Est-ce que la villa, c'est intéressant? Est-ce qu'un immeuble, c'est plus intéressant? Est-ce qu'un quartier complet, des grands immeubles très techniques, avec des salles de spectacle, avec plein de choses dedans, c'est encore mieux? Ou bien il n'y a pas forcément en fait, de projet type en termes de taille, en termes de complexité? Alors plus c'est complexe, plus le retour sur investissement va être intéressant, je pense. Mais après, il n'y a pas de... C'est comme au début du BIM, on se demandait... si c'est une rénovation, on fait du BIM ou pas. Si c'est petit, on fait du BIM ou pas. Et aujourd'hui, on fait tout en BIM et on ne se pose pas de questions. Je pense que c'est le même process pour ces sujets-là. C'est que, surtout quand on a un patrimoine immobilier, après, ça peut être des petits bâtiments, des grands bâtiments, très complexes, pas complexes. Mais à partir du moment où on a plusieurs bâtiments, ou un seul, mais très complexe ou très grand, ça vaut la peine de le faire. Quelqu'un qui a un patrimoine... aujourd'hui, ce qu'on voit chez les maîtres d'ouvrage, c'est une méconnaissance de leur patrimoine. C'est-à-dire qu'ils ont parfois plus de plans à jour, parfois ils n'ont jamais eu de plan. S'il y a eu des transformations au fil des années, l'entreprise qui est intervenue, elle a envoyé le bout de plan où elle est intervenue, mais il n'y a pas de compilation et de maintien à jour des plans, même des plans 2D. Donc on voit une méconnaissance totale. Ce qui engendre des surcoûts, parce que si aujourd'hui, la personne qui s'occupe du nettoyage, par exemple, elle pouvait voir d'un coup combien de mètres carrés de vitrage il y a sur tous les bâtiments, c'est de la recherche d'informations qui est, à l'heure actuelle, parfois impossible, vu qu'ils n'ont plus rien. Enfin, il faudrait presque aller mesurer chaque fenêtre. Donc si c'est une information à laquelle tu peux accéder facilement, tu peux faire un appel d'offres groupé pour le lavage des vitres, pour tout ton patrimoine. Rien que ça, je pense que tu as remboursé ton AMO BIM qui t'a aidé à structurer un peu la manière de gérer ça. Pareil pour nettoyage, après l'entretien aussi des équipements, etc. Il y a tous les avantages aussi de repérage, parce qu'aujourd'hui, alors je ne vais pas critiquer les interfaces de GMAO, mais les très anciennes, c'est vraiment pas intuitif. On va avoir des listes d'équipements, on va voir lequel est en alarme, mais de trouver dans quelle pièce il est, etc., souvent c'est compliqué. Ce que j'avais posé comme question au niveau du terrain, quelqu'un qui entretient un bâtiment, ou comment lui peut avoir accès à ces données? Est-ce que c'est forcément quelqu'un plus technique du bureau qui lui donne accès, qui redonne l'information? Bien, lui directement sur le terrain, en fait j'ai reçu une alarme comme quoi il y a ça, je peux directement trouver le bon endroit, la bonne pièce. Comment ça se passe de ce côté-là? On peut. Alors, aujourd'hui, il y a des GMAO avec interface BIM. Donc, à la place des interfaces classiques, on peut avoir la maquette. Donc, là, on va voir l'équipement clignoté, on voit dans quelle pièce il est, quel étage, etc. Il n'y a pas de question à se poser où se trouve l'intervention. Après, j'ai oublié ta question. Ouais, c'est plus la partie terrain. Comment, en fait, ils arrivent à trouver l'information? Ou est-ce qu'on doit leur donner... descendre, on va dire, l'information au fur et à mesure des personnes? Est-ce qu'ils arrivent à avoir une interface sur mon terrain, à très facilement avoir ces données? Parce qu'au final, c'est ça qui est intéressant. De se dire, OK, on a plein de données partout, mais est-ce qu'on arrive à avoir accès facilement? Et pas forcément que ce soit une usine à gaz, de se dire, il faut qu'on trouve le bon endroit, la bonne chose, le bon lien qui fait qu'on trouve que... le problème, quoi. C'est un peu ça aussi. Quand on met en place un écosystème numérique avec la visionneuse de maquette, puis la GMAO connectée, la GTB connectée, etc., il faut savoir que chaque application, la GMAO, elle est utilisable dans la configuration classique. C'est-à-dire la personne elle peut se connecter comme d'habitude, etc. Le fait de tout croiser, etc.,
Souvent, c'est les personnes plus digitales que les personnes de terrain qui analysent en fait les données qui viennent du bâtiment, les croisent entre elles, etc. Savoir que les applications, elles restent utilisables comme d'habitude. Donc ça bloque pas les personnes qui seraient pas à l'aise, etc. Mais par contre, il y a des personnes plus techniques, peut-être plus digitales, qui eux ont accès à tout, etc. Moi, ce que je vois dans les projets d'AMOBIM, gestion exploitation maintenance, c'est qu'il faut impliquer les personnes pour qu'elles adhèrent à un nouvel outil. C'est toujours difficile de changer de manière de travailler, etc. Par contre, si on accompagne, si on fait des projets pilotes en prenant leur retour, qu'on les forme, etc., ben, la plupart des gens aiment travailler plus facilement qu'avant. Donc ça, on arrive à impliquer tout le monde. Il y a ce travail d'accompagnement au changement, de formation, etc. Donc, ce qui est important. Après, pour les personnes vraiment récalcitrantes, elles peuvent continuer à travailler comme elles travaillaient. Il n'empêche qu'il y a d'autres personnes qui ont la possibilité de superviser tout ça, d'avoir des données qu'ils n'avaient pas, de croiser des informations, etc. Par rapport à la durée de vie du bâtiment, donc il y a aussi, la maquette aussi suit en fait la durée de vie, des transformations, des rénovations, Exact. ou autre. Après, comment ça se passe par rapport à cette maquette? Parce que, comme tu dis, les plans papier, c'est la même chose. Au final, on a un plan de fini, mais dès qu'il y a rénovation, transformation, personne ne fait la mise à jour ou juste les petites parties. Ouais. Et est-ce que dans cette partie maquette-là, c'est pareil? Est-ce que... Enfin, c'est sûr, c'est cette partie peut-être un peu plus compliquée de suivi, en fait. Est-ce qu'à l'interne, ils doivent avoir un spécialiste BIM? Est-ce qu'ils se disent, OK, chaque transformation, rénovation, il y a un bureau avec qui on travaille, qui font la mise à jour de la maquette? Enfin, c'est cette partie-là, peut-être à réfléchir du côté... Ouais, il y a les deux cas, en fait. Soit en interne, ils ont la capacité de faire les mises à jour. Après, on retrouve le problème de la 2D. Si personne ne fait rien, au bout d'X années, la maquette, elle correspond plus du tout au bâtiment et à ce qui a été construit. Donc, c'est vraiment prévoir déjà une plateforme où les maquettes sont stockées et peuvent être mises à jour. L'idéal dans le cloud. S'ils ont des ressources en interne qui peuvent le faire, c'est parfait. Après, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont des contrats cadres en général avec des bureaux ou de dessin ou d'ingénieurs. Et au fur et à mesure, ils ne demandent pas forcément du BIM à toutes les entreprises qui interviennent, mais ils envoient les mises à jour de plans pour mettre à jour la maquette. Ça, c'est vraiment important de maintenir à jour cette maquette. Sinon, c'est vrai qu'au bout de 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, on n'a plus le même bâtiment dans la maquette et dans le réel. Avec l'IA, est-ce que maintenant, ils commencent à croiser ça entre l'IA, les maquettes ou autres pour faire justement une gestion peut-être plus intelligente des bâtiments? Est-ce que le futur, ça sera aussi ça, la gestion en fait quasi automatisée des bâtiments, avec toutes les infos qu'on aura possiblement mis dans cette maquette-là? Je ne sais pas si tu vois déjà un peu cette évolution. Alors, j'ai vu pas mal de présentations. Ce qu'on nous présente, c'est les niveaux de jumeaux numériques. Puis le plus haut niveau, c'est le jumeau numérique autonome. Donc un bâtiment qui est capable de s'auto-gérer, de prendre des décisions, de lancer des interventions d'entreprise. Et c'est vers ça qu'on va aller, je pense, dans le futur. Alors pour l'instant, c'est un peu effrayant dit comme ça, parce que tu te dis, va faire ce qu'il veut, mon bâtiment et tout ça. Mais je pense qu'à l'avenir, ce sera une aide. Parce que tout ce qui est hyper complexe pour l'humain, c'est facilement traité par l'IA. C'est-à-dire quand il y a plein de paramètres à prendre en compte, un contexte compliqué, etc. Et je pense que l'IA, pour ça va vraiment optimiser tout ce qui est consommation d'énergie, meilleure gestion des espaces, des alertes sur des espaces non occupés, des choses comme ça. Ça va être vraiment utile, je pense, pour optimiser toutes ces phases de gestion et exploitation maintenance. Dans le futur, avec tout ça, est-ce que la partie BIM, ça ne sera plus un sujet? Enfin, ça sera forcément... Enfin, il n'y aura plus de questions comme maintenant, est-ce que c'est bien de faire ou pas? Quelles sont les plus-values? Enfin, ça sera plus une question, on fait comme ça. Est-ce que c'est un peu ça aussi le futur, quoi? Il y a je pense. Plus vraiment de questions à se poser. Là, je pense que les maîtres d'ouvrage, ils n'ont pas encore pris la conscience de... En fait, ce que le BIM peut leur faire gagner comme temps, comme argent, comme qualité sur la gestion de leur bâtiment. La maturité, elle commence on le voit, elle commence à évoluer. Mais vraiment, je pense qu'ils avaient vraiment conscience de la valeur que ça va apporter à leur bâtiment. Parce que moi, je me dis que dans quelques années, ça sera, tu sais, comme quand tu vends une voiture. Tu peux vendre ta voiture avec 3 factures dans la boîte à gants,
où tu peux vendre ta voiture avec un carnet d'entretien Le suivi, voilà, on sait et tout ce qui s'est passé Ça chez, rassure, chez le ouais. concessionnaire, etc. Et je pense qu'à terme, quand tu vendras un bâtiment, ce sera pareil. Mhm. Si tu as un système comme ça en place, la personne qui va décider dans la période de due diligence si elle achète ou pas le bâtiment, si elle a exactement toutes les consommations des années précédentes, Ouais. l'état des équipements, etc., C'est une plus-value en fait. mais ouais, ça va valoriser vraiment ces bâtiments et le patrimoine du C'est vendeur, peut-être ça qu'on met pas aussi assez en avant. je pense. J'ai Ouais. l'impression qu'on parle beaucoup par rapport au projet, à l'exécution, Mhm. mais encore pas assez cette partie vraiment exploitation qui est, à mon avis, la grosse plus-value en fait Ouais. du BIM. Mais peut-être sur les maîtres d'ouvrage ne voyaient pas forcément encore ce côté-là, ils voyaient vraiment plus la plus-value que ça apportait en exécution, alors que bon, bah, ils se disent bon, bah, pas payer plus cher pour l'exécution, au final ça me rapporte rien de plus. Ouais. Par contre, si on met en avant cette partie vraiment exploitation, s'ils veulent revendre leur patrimoine global, avoir une vision globale, je pense que là, C'est c'est super une vraie intéressant force pour à eux. amener, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est... Ouais, il faut qu'ils prennent conscience de Ouais. ça. Donc après, c'est aussi par rapport à ça, peut-être qu'ils peuvent choisir actuellement peut-être leur architecte ou autre, leur bureau, parce que Mhm. certains sont peut-être pas réticents, mais ils sont encore pas du tout dedans. Donc c'est vrai que c'est cette complexité de se dire, OK, dès le départ, je veux travailler avec quelqu'un qui a cette vision aussi du BIM, en gros, de mon projet, pas forcément qu'en exécution, mais aussi dans l'exploitation, parce qu'au final, c'est moi le maître d'ouvrage. Ouais. Je vais pas forcément le revendre, donc je veux le garder. Donc il y a aussi cette partie-là, peut-être de choix dès le début. Ouais, bah, d'évaluation de la maturité des. Mais c'est déjà fait sur les projets aujourd'hui. Quand on répond à un appel d'offres sur un gros projet, le BIM est demandé. Il y a en général le cahier des charges du client. Ouais. Donc c'est pas. Enfin, le fait de vouloir faire de l'exploitation maintenance, ça ne nécessite pas d'autres mandataires que les mandataires habituels. C'est juste des gens qui savent faire du BIM, pas plus. Maintenant, ce qui est important, c'est vraiment de définir les besoins et avoir un dossier de révision de qualité, donc maquette, as-built. Et c'est tout ça ce qui qu'il fait faut. aussi la différence, peut-être, Ouais. effectivement. Après, je pense que pour les maîtres d'ouvrage, ils ont encore une vision aussi très complexe de ça. C'est ça. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, grâce à des API, on peut connecter à peu près tous les outils entre eux, plus ou moins facilement s'ils sont vieux ou pas, mais il ne faut pas croire qu'on doit tout changer ces outils. On a une GMAO, on a une GTB dans un bâtiment. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas faire du jumeau numérique. Aujourd'hui, on est capable de connecter. Enfin, il y a des outils qui s'appellent Building Operating System, ouverts avec des API qui récoltent les données de ces systèmes, parfois même des logiciels assez vieux. On est capable de les connecter et de recueillir les données dont on a besoin et vraiment tirer bénéfice du croisement d'informations entre les systèmes, etc. Mhm. Ça paraît encore très complexe, je pense, dans l'esprit des gens. Mhm. Mais il faut savoir que, voilà, enfin, moi, j'ai fait pas mal de missions comme ça et on prend en compte le contexte, les outils existants, qu'est-ce qui est le plus facile à faire, mettre un boss, par exemple. Ou parfois, moi, j'ai eu des clients qui avaient tout le même, leur GMA ou leur GTB et un MES, par exemple, dans l'industrie, dans la même plateforme. Sauf qu'il n'y avait pas d'interface BIM. Et dans ce cas-là, tout ce qu'on a fait, c'est connecter avec une API, une visionneuse BIM sur leur système existant, ce qui n'est pas très complexe, très cher. Voilà, il y a vraiment aussi faut prendre conscience que ça ne coûte pas des millions de faire de l'exploitation maintenance avec le BIM. Ouais, ok, bah merci. Il faut juste prendre conscience en fait de ça, puis que ça amène une vraie plus-value en fait dans la durée de vie du bâtiment. Exactement. Donc on verra l'évolution de ces prochaines années, comment ça va se transformer aussi avec l'IA. Mhm. En tout cas, je te remercie pour ces informations, Je t'en prie. assez pertinent. Et puis bah, on se retrouve j'espère tout bientôt pour d'autres épisodes. Et puis Avec au plaisir. BIM de GVA, ça c'est clair. 5 février 2026. C'est noté. Pas Merci d'expo. bien. Voilà, vous l'avez vu, le BIM exploitation, c'est pas une option, c'est une vraie plus-value en termes de gestion, réduction des coûts et même de plus-value lors de la revente potentielle de son patrimoine immobilier. Un grand merci à Audrey pour ses explications. Et nous, on se retrouve très bientôt. Si tu veux voir d'autres vidéos comme celle-ci sur cette thématique, eh ben, abonne-toi. En attendant, porte-toi bien. Je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Hey, ciao!